Pour démarrer cet après-midi, place à Adrien de Turckheim de Conversion Boosters et Nicolas Azinhiller d'Origami Data pour vous présenter 8 usages de l'IA en e-commerce. Merci Marion, bonjour à tous, bienvenue. Alors effectivement, on va vous présenter 8 cas d'usage de l'IA en e-commerce. On n'a que 20 minutes pour le faire, donc on va commencer tout de suite. Voilà, je suis Adrien de Turckheim, je suis gérant de Conversion Booster, qui est un réseau sélectif de consultants. On cherche les 150 meilleurs experts, consultants et formateurs sur les métiers de l'IA générative et du web marketing francophone. Voilà, donc on trie sur le volet les meilleurs experts. Ce n'est pas le sujet ici, mais juste pour vous dire qu'on a la chance d'avoir des avis à 5,0 sur 5 sur plus de 100 Google Avis maintenant, et qu'on est certifié Calliope comme organisme de formation, et qu'on a ces 3 dernières années formé plus de 1500 personnes au web marketing à l'IA générative, et qu'on a maintenant plus de 500 clients entreprises, dont certaines vous voyez ici, qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance. Je passe la parole à Nicolas. Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Azinhiller, fondateur d'Origami Data, qui est un cabinet de stratégie IA pour les PME et pensé pour les PME justement. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le formidable monde de la data intelligence et de l'IA générative, entre autres, bien avant cette folle mode. Et en fait, la vision, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'y aller. Tout le monde a envie de se donner les moyens d'avancer sur ce sujet qu'est l'intelligence artificielle. Par contre, le chemin pour y arriver est parfois assez complexe. Et c'est tout l'enjeu d'Origami Data, c'est la maxime qui est ici, c'est donner une vision à vos ambitions data. L'ambition, vous l'avez. Par contre, le chemin pour y arriver est parfois un peu complexe et qui nécessite souvent plusieurs étapes. Donc ça, c'est pour le fondement d'Origami Data. Et depuis quelques semaines ou mois, probablement que vous avez déjà entendu parler, qu'il y a un grand programme lancé par le gouvernement qui s'appelle OSEIA, qui vraiment a pour vision de démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle pour les PME. Et j'ai la chance d'être un des ambassadeurs sur le Grand Est. Donc on va entendre parler d'intelligence artificielle dans les prochains mois. Et j'espère réussir à démocratiser les usages de l'IA pour l'ensemble de cette cible-là. Premier cas d'usage qu'on voulait vous présenter avec Adrien, c'est parler personnalisation. Parce qu'effectivement, qui dit e-commerce, on entend quand même très souvent parler de personnalisation. Et surtout, moi, ce que j'entends quand j'interviens chez des clients qui travaillent dans du e-commerce avec de la personnalisation, c'est que le client a très souvent du mal à se projeter. On lui parle d'un produit personnalisé. On ne peut pas forcément faire intervenir toujours les équipes de design avant, bien sûr, la signature du projet. Et donc, naturellement, la compréhension et le besoin de se projeter est une vraie problématique pour forcément convertir le sujet. Et donc, travailler avec des outils d'IA génératifs qui vont vous permettre aux clients de visuellement voir qu'est-ce que pourrait ressembler, à quoi pourrait ressembler son projet, peut être une solution. On a tous entendu parler, ou pour la plupart, entendu parler de Nano Banana, la nouvelle IA générative de Google, on en parlait juste avant, qui effectivement révolutionne grandement l'usage, et de se dire quoi? C'est, imaginez, votre client veut se projeter. C'est un des cas d'usage qu'on a mené avec un de nos clients qui est un spécialiste du packaging non alimentaire dans tout ce qui est domaine, donc Schneider Packaging pour ne pas le citer, qui propose des produits personnalisés dans le milieu de la boulangerie, de la pâtisserie. Et qu'est-ce qu'on a proposé? Une solution qui finalement, à partir de n'importe quel visuel, je reviens en arrière, à partir de n'importe quel visuel produit, d'être en capacité de le projeter sur un mock-up. Donc imaginez une boîte pâtissière avec les nymphéas de Monet. Je sais que vous en avez rêvé, je l'ai fait. Et encore mieux que proposer ça, c'est d'aller plus loin. Parce que pour encore plus convaincre ses clients, outre bien sûr proposer le mock-up comme pourrait être le mock-up personnalisé à proposer, c'est de le mettre dans un environnement. Typiquement, imaginez, vous disposez d'une photo de chez votre client d'une boulangerie, vous êtes en capacité de la projeter comme pourrait être finalement le produit dans l'environnement du client. Et là, vous avez réussi finalement votre projection dans une manière la plus ultime et vous arrivez à convaincre plus facilement et à transporter votre client dans votre projet. Deuxième cas d'usage, parce qu'on doit aller très vite. Alors là, on va attaquer un cas d'usage classique sur la recommandation de produits, bien sûr. Ça s'est fait depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. Par contre, l'ajout aujourd'hui de l'IA, c'est très souvent la recommandation de produits est vue comme la recommandation de produits complémentaires. Le cas classique de Google ou de Amazon, c'est vous achetez un crayon, on va vous recommander une trousse, une gomme ou de ces éléments-là. Et bien là, justement, on va utiliser ces briques-là pour
faire du calcul de produits similaires. Par exemple, si vous êtes un distributeur e-commerce, vous avez malheureusement parfois des ruptures de produits parce que vos fournisseurs ne vous ont pas livré ou que le produit est en rupture. Et donc d'être en capacité, pour éviter de rater des ventes, de recommander un produit similaire à partir de, bien sûr, caractéristiques produits. Ça, c'est fait dans de nombreuses situations. Mais l'ajout de l'IA, et je pense quelque chose qu'on n'a pas toujours tendance à utiliser, c'est aussi d'utiliser grandement le visuel de ces produits. Un exemple qu'on a pu mener chez un e-commerçant dans le secteur de la puériculture. Imaginez, vous voulez offrir une baleine à votre neveu, nièce, enfant, petit-fils, je ne sais quoi. Vous voulez absolument cette baleine bleue. Malheureusement, elle est en rupture. Si on fait du produit similaire, finalement, en se basant sur les caractéristiques du produit, on va obtenir de bonnes choses. Par contre, si on rajoute la feature image, on va pouvoir recommander des produits qui ont un beaucoup plus grand intérêt parce que justement, on sait que dans certains business, le visuel est encore plus important et encore plus impactant. Et donc, on va pouvoir proposer un produit, bien sûr, assez similaire ou d'autres recommandations. Et ce qui est très important, c'est surtout aussi de regarder l'état de ses stocks parce que quand on recommande, il faut bien sûr recommander des produits qu'on a en stock, mais aussi tenir compte peut-être de certains éléments qu'on peut avoir en surstock dans certaines situations. Absolument. Donc pendant qu'on parle de visuel, on peut gagner énormément de temps et de budget sur la partie visuelle en e-commerce. À partir d'un simple visuel produit à plat non porté, on peut effectivement, grâce à l'IA, générer des mannequins visuels à la demande, avec des décors à la demande, travailler sur les textures, sur les effets de lumière. On peut moi, j'en rêvais hein, quand j'étais e-commerçant. J'avais des produits à plat. Il y a une grande partie du catalogue qui n'était pas complet, où il n'y avait pas le produit à plat à porter. Là, on peut effectivement en avoir autant qu'on veut. Et on peut aussi demander des déclinaisons par couleur ou par taille. Et quand on sort de la page catégorie ou des pages produits, on peut assembler plusieurs de nos produits dans un visuel, par exemple pour un lookbook, pour une campagne publicitaire, pour un catalogue. Donc on peut faire tout ça avec l'IA et ça va jusqu'à l'essayage virtuel. Voilà, dans la même veine, sur la partie vidéo, pareil, un des rêves d'Adrien e-commerçant à l'époque, pouvoir avoir des vidéos sur toute ou partie du catalogue. À partir d'une simple image, on peut, avec les solutions que vous voyez ici notamment, générer des vidéos et prompter surtout l'IA pour avoir exactement le rendu que vous souhaitez. On peut prompter des scènes de vie autour, des animations avec, on peut prompter des décors, des textures, des effets de caméra, des rotations, des zooms, des mouvements. Voilà, ça c'est devenu possible et facile et relativement peu coûteux avec l'IA. Allez, cinquième cas d'usage qu'on voulait vous présenter. On va cette fois-ci parler d'un cas d'usage pour les e-commerçants. Très souvent, on pense mise en avant des produits. Vous avez vu, effectivement, on a parlé principalement de produits. Là, maintenant, on va parler de logistique. Parce qu'un des grands défis, très souvent, que les e-commerçants rencontrent, c'est comment est-ce que j'optimise mon stock, et même le stock au sens physique du terme. Et donc, ce que très souvent on observe dans ces situations-là, c'est qu'on a une saisonnalité dans les produits. Et donc, au moment où j'ai décidé de mettre tel produit dans tel endroit de mon stock, au moment où je dois préparer ma commande, suivant où est bien sûr positionné mon produit dans mon stock, on va augmenter le picking ou réduire le picking. Donc, vous savez, ce fameux GPS qu'on pourrait avoir en disant on va d'abord chercher le produit A dans cet endroit, ensuite le produit B, etc. Et en fait, ce qu'on peut avoir, c'est de se dire comment est-ce qu'avec l'IA, on va réussir à optimiser l'emplacement de nos produits en tenant compte de quoi ? Bien sûr, premier élément ultra important dans ce cas-là, ça va être de tenir compte des prévisions de vente potentielles des futurs produits, justement, en tenant compte de la saisonnalité. Donc on pourrait se dire, très bien, j'ai juste à organiser mon stock en tenant compte de mes saisons, donc de dire je vais faire un stock, je vais proposer un emplacement de stock pour la saison A, un autre emplacement de stock pour ma saison B, etc. Ça, c'est une première approche. Par contre, il faut aussi tenir compte de quelque chose de très important, c'est tenir compte de, on va dire, l'effet croisé de mes produits. Et ce qu'on peut rapidement rencontrer, c'est de se dire que si on prend uniquement la maille, on va dire, d'un produit pour optimiser son stock, on va perdre en rendement. Et il faut aussi regarder, typiquement, l'exemple d'avant, se dire, mon produit, ma gomme, en fait, elle sort très souvent avec une trousse. Donc, il faut aussi rapprocher finalement des catégories de produits les unes avec les autres. Et typiquement, ce qu'on se rend compte, c'est l'optimisation, on va dire, ultime de ces produits-là. Ce serait de se dire d'avoir une zone, finalement, des produits qui sortent très souvent, très proches de la zone
de préparation des commandes, une zone finalement de produits moins fréquents, dit les temps, et une dernière zone effectivement des produits qui sortent le moins souvent en tant que tels. Donc ça, c'est effectivement aussi un cas d'usage qui est très souvent rencontré par les e-commerçants quand on intervient sur ces sujets-là. Autre sujet, toujours pour les e-commerçants, le support. Effectivement, tout ce qui est réponse aux demandes des clients entrantes. Alors là, ces cas-là, c'est très souvent le cas. Il y a 3/4 des demandes entrantes qui sont quasi de manière récurrente les mêmes. Ça va être de l'information produit, des retours produits, des suivis de livraison. Et rien que si vous prenez ces 3 catégories, très souvent, vous avez plus de 3/4 de vos demandes qui sont traitées. Sauf que ces 3/4 des demandes prennent très souvent plus. C'est souvent la résolution de ces demandes, c'est des tâches ô combien chronophages et ô combien complexes à traiter. Et finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme solution d'IA pour faire ça? Ça va être bien sûr une solution qui va automatiquement détecter l'intention in fine de votre client, proposer une réponse, c'est bien sûr ce qu'on va tous espérer, mais finalement, l'IA va jouer un autre rôle, c'est d'aller piocher dans vos différents outils métiers, à savoir votre CRM, votre PIM, votre ERP, votre CMS, finalement, on va récupérer l'information à droite à gauche pour finalement l'agréger et l'amalgamer. Là, il y a de nombreuses solutions effectivement sur le marché qui existent, basées sur l'IA, solution française Achille, qui effectivement traite un grand nombre de demandes. Par contre, dans certaines demandes très précises, typiquement SAV, traitement des SAV, etc., dès que vous avez un process qui est in fine personnalisé et qui n'est pas un traitement classique, on doit parfois développer des briques supplémentaires et des briques vraiment sur mesure de solutions. Exemple typique, alors ça c'est un cas qu'on a déjà réalisé de nombreuses fois, mais bien sûr je disais, la demande entrante de votre client doit être en capacité de typer en fonction de ce que le client vous a mentionné dans son mail, vous typez l'objet de la demande. Là typiquement c'est, alors ça ne se voit pas bien, mais c'est un problème avec une chaudière, un client qui vous demande une intervention pour réparer une chaudière. Et finalement, à partir de ça, on va devoir bien sûr répondre au client, mais c'est ajouter de l'information supplémentaire, par exemple pour un agenda, typiquement en quelques clics, être en mesure de lui fixer ce rendez-vous-là en tenant compte des problématiques et des contraintes, bien sûr, d'agenda de vos installateurs. Et puis, bien sûr, une réponse personnalisée qui, dans la plupart des cas, on se dit, bah oui, il y a l'IA générative pour faire ça. Mais dans la plupart des cas, un formulaire où juste on complète des textes est parfois bien suffisant pour traiter l'entièreté de ces éléments. Absolument. Maintenant, on va parler de GEO. Le GEO, c'est le fait d'optimiser son référencement sur les LLM. Le constat, vous le savez, les gens prennent de plus en plus l'habitude de chercher sur les LLM, de poser des questions, de chercher, y compris des sites marchands. On voit des chiffres ici, plus 1300% de trafic IA sur les sites e-commerce américain en 2024. On voit aussi le graphe où on voit que la courbe entre les recherches traditionnelles sur les liens bleus de Google et les requêtes conversationnelles type ChatGPT ou AI Overview vont se croiser à peu près 2028, ou voire même avant si Google décide plutôt de mettre en avant de manière plus proéminente ces recherches conversationnelles. Voilà. Les enjeux autour de ça, les requêtes font en moyenne 8 à 9 mots-clés versus 2 à 3 mots-clés sur Google. Les IA, en réponse à une question sur quelle est la meilleure marque pour acheter tel produit, en général, il y a 1 à 5 réponses. Il n'y a pas 10 liens bleus fois 10 pages. Et donc, il faut être dans le top 3, voire dans le top 1. Ça a déjà commencé il y a plus de 8 ans avec la position 0 de Google, mais c'est la suite logique de ça. Cela étant dit, l'impact ne va pas être aussi fort que ce qu'on imagine quand on a dit ça, puisque les LLM, pour faire leur inventaire et pour faire leurs recherches, s'appuient sur les résultats de Google et de Bing, d'une part, et d'autre part, ils ont les mêmes objectifs, satisfaire l'utilisateur en trouvant la meilleure réponse possible, le meilleur produit, le meilleur site possible. Donc aujourd'hui, les résultats sont relativement proches. Cela dit, il y a des différences. C'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Voilà. Donc, 90% de SEO traditionnel, où il s'agit de faire bien et mieux le boulot que ce qu'on faisait avant, et 10%, alors je dis 10%, c'est peut-être 15 ou 20 ou 5, je ne sais pas, hein, mais voilà, c'est l'idée d'adaptation, parce que les LLM sont différents en termes d'interface, en termes d'algorithme.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux ou de différent? Il faut du contenu expert unique. Voilà, le LLM va chercher vraiment l'autorité, la personne, le site qui fait autorité dans le domaine. Donc, il faut vraiment citer ses sources, faire des liens sortant vers ses sources et être cité et recevoir des liens par les experts, par les autorités, depuis leur site, depuis les réseaux sociaux. Voilà. Autre point intéressant, on pourrait en parler pendant 1 heure, hein, ou des heures même, mais, les formats. Voilà, il faut produire des formats qui sont faciles à utiliser et à reproduire par les IA. Voilà, les FAQ, les guides, les listes à puces, les résumés, les petites synthèses de l'article qu'on a écrit. Ça, c'est vraiment plébiscité par les IA. Ça les aide à comprendre de quoi il en retourne. Et c'est ce contenu-là qui va être poussé. Voilà, ça existe aussi depuis des années sur Google avec la position 0. Mais là, c'est devenu vraiment proéminent. Les données structurées, les fameuses balises HN doivent être encore plus nickel que d'habitude. Et le balisage schéma.org, notamment sur les formats que je viens de vous citer, est également essentiel. Et sur le volet technique, voilà, pareil, irréprochable comme avant, on va dire, et même un peu plus, parce que les LLM sont un peu moins forts que Google, en moyenne moins forts que Google pour aller indexer, chercher les pages, crawler les pages, etc. Et c'est normal. Donc ça veut dire des URL propres, un sitemap au carré, les critères d'accessibilité web, qui sont un enjeu par ailleurs du X, mais c'est aussi un enjeu SEO et GEO. Autoriser l'accès aux crawlers de ChatGPT et autres, mettre en place des alertes pour, si jamais on détecte que ces crawlers ne viennent plus, comprendre pourquoi et le cas échéant résoudre le problème. Je parle des sites de e-commerce, hein, on a intérêt à ce que les IA viennent, d'autant que, vous le savez, ChatGPT a mis en place la fonctionnalité e-commerce en un clic, où on n'a même plus besoin d'aller sur le site maintenant aux États-Unis, sur le site marchand pour commander. Tout peut se faire depuis l'interface ChatGPT depuis quelques semaines. Voilà. Autre bonne pratique, suivez le trafic issu des IA sur votre Google Analytics et utilisez des outils comme IndexNow pour pousser l'indexation des nouvelles pages, parce que il faut le faire aussi pour Google, mais pour les IA, pareil, c'est un peu moins mis en place, donc il faut les aider. Voilà pour le Géo. 8e et dernier. Après, si on a le temps, on en a un petit bonus, mais voilà pour le 8e. On revient aux fiches articles. On peut gagner énormément de temps pour les fiches articles. On peut, je vais vous lire la colonne de droite, on peut créer, enrichir des fiches articles de manière vraiment simple à partir de spécifications. On peut demander à l'IA, voilà, regarde ces spécifications, cette base de données, et rédige-moi une fiche article ou complète ma fiche article avec un titre, un descriptif en 300 mots, 5 bullet points pour écrire les fonctionnalités, les balises méta, tout ça dans le ton de la marque et avec les contraintes de SEO, de RGPD et autres qu'on connaît. Donc ça, c'est pour l'enrichissement. Pour la partie traduction, reformulation, en e-commerce, on a besoin souvent en général, on envoie nos produits au marketplace, ce qui fait qu'on a du contenu dupliqué sur autant de marketplaces qu'il y a sur le web. Ce qu'on a fait pour un client, vous voyez la fiche produit ici, c'est qu'on a tout simplement demandé à un agent IA de prendre le catalogue sur le CMS, de demander à ChatGPT de faire une reformulation, mais on aurait pu faire pareil avec la traduction, de ce contenu dans le format qui nous plaisait. En l'occurrence, c'était un tableur, hein, tout simplement, colonne A, colonne B pour chacun des items, pour nous sortir une version identique mais reformulée, afin que la marketplace ait un contenu différent. Voilà. Et les PIM, dernier point, les PIM, les bases de données produits, de plus en plus utilisent les IA. Donc il y a des briques qui viennent, et puis on peut aussi faire du développement sur mesure pour compléter si besoin. Voilà. Dernier cas, en 1 minute, on peut faire de la veille avec l'IA. Quels sont les produits qui cartonnent ailleurs dans le monde, dans mes catégories de business? Demander à l'IA des recommandations, comment on nomme ce produit, quels sont les segmentae, les personae, pardon, les segments de consommateurs à qui on peut l'envoyer, qui sont les fournisseurs qui le produisent déjà, comme ça nous gagne du temps dans le sourcing, et on peut même faire un visuel produit fake, parce que le produit n'existe pas encore, voire un visuel publicitaire pour tester l'impact de ce produit ou ce service, mesurer le taux de clic et voir si c'est quelque chose qu'il faut développer ou non. Voilà.
Voilà pour ces 8-9 cas d'usage. Et voilà, on pourra revenir lors des questions si on a le temps pour des questions. Avant de vous laisser, 2 questions qui sont transverses à tous les cas d'usage, enfin 2 conseils de notre part. Le premier conseil, c'est de vous former, de former vos équipes. Voilà, l'IA, ça change énormément de choses sur le fond, sur la forme. Chez Conversion Booster, on fait beaucoup ça. On a à droite, on a une quinzaine de formations. Le chemin classique, c'est les 3 premières étapes. Sensibiliser aux risques, aux opportunités de l'IA, ce qu'il faut faire et pas faire. Deuxième étape, apprendre à prompter. Troisième étape, on réunit les gens en équipe, en équipe métier et on les fait travailler sur du concret, sur leur cas d'usage métier pour qu'ils le fassent ensemble et qu'ils collaborent ensemble, parce qu'il y a aussi une forte composante de collaboration, c'est pas juste de la technique. Et puis sur la gauche de la slide, vous voyez d'autres formations qui peuvent être faites après ou juste en stand-alone, des formations par solution, type je vais me former à Midjourney ou à ChatGPT ou à Runway, des formations par métier, voilà, l'IA pour les RH, l'IA pour les SEO, l'IA pour les commerciaux. Et on peut être formé, bien sûr, aux assistants et ou aux agents IA via une formation spécifique. Et du point de vue stratégie maintenant, c'est quoi la première étape? C'est quoi la première étape pour un peu commencer un tout début de stratégie? C'est un diagnostic. Un diagnostic, c'est quoi? C'est finalement 10 jours d'intervention qui vont vous permettre de répondre aux 4 objectifs en bas du slide, qui sont démystifier le potentiel de l'IA, mais pas forcément le démystifier, à savoir comment fonctionne ChatGPT, mais vous, dans votre business et dans votre business model, c'est quoi utiliser l'IA? Deuxième chose, un peu évaluer votre maturité, comment est-ce que vous utilisez la data dans vos process, parce que construire de l'IA sur du sable, ça ne marchera pas. Troisième objectif, c'est déterminer quels sont vos premiers cas d'usage à forte valeur ajoutée, et puis c'est quoi les prérequis, finalement, pour rapidement embrayer sur ce sujet-là. Et donc ça peut être 10 jours d'intervention, en plus potentiellement prise en charge par la BPI ou la région Grand Est dans le cadre de divers programmes d'accompagnement, donc avec une prise en charge entre 40 et 50% suivant les situations. Et puis bien sûr, on a gardé un temps pour les questions, donc merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Vous êtes timide en début d'après-midi? Vous avez peut-être été hyper clair. Probablement. Ou c'est la digestion, on ne sait pas. Ah, j'en ai une. Ah, ça y est. Alors, où conseillez-vous de faire les recherches IA ou sur quel outil plutôt s'appuyer qu'un autre? De quel type de recherche parlez-vous? Les aides en entreprise, en fait, aide à la rédaction, aide au schéma, enfin, il y a peut-être, on ne peut pas travailler sur 40 000 outils différents non plus. Exactement, ouais, c'est une très très bonne question et j'ai envie d'y répondre. Alors on pourrait prendre 10 minutes pour y répondre, mais en fait il n'y a pas un bon outil et ça va vraiment dépendre de votre contexte et surtout, on va dire, de la confidentialité de la donnée in fine que vous allez manipuler. Donc la solution la plus ultime, ce serait avoir un ChatGPT interne, donc finalement avoir un outil interne, mais je ne suis pas sûr que d'un point de vue coût, cette fois financier, on puisse absorber ça. Maintenant, au maximum, j'ai envie de dire tout ce qui est IA IA généraliste, gratuite, on oublie. Parce que très souvent, c'est toujours le cas, hein, quand c'est gratuit, c'est vous qui devenez le produit. Donc ça, c'est ça. Donc à minima, un abonnement. Et puis après, entre ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., on va dire là, on sait tous qui sont tous les meilleurs à chaque fois, suivant les évolutions du modèle. Donc il n'y a pas de vrai choix là-dessus. Mais au moins un abonnement. Et après, bien sûr, il y a toujours des petites particularités. Mais là, faut tester surtout, je pense. On a encore le temps pour une question. Écoutez, vous avez été très très clair. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.